Lors des conférences du vendredi, il a été souligné l'importance de savoir quand être sérieux et quand rire. Il y a une différence entre l'énergie de la sérieux et celle de l'humour, et les deux ne peuvent pas s'exprimer simultanément. Il est donc crucial de comprendre cette distinction pour éviter les conflits et les malentendus. Par ailleurs, il a été expliqué que les sujets banals sont la base de notre évolution et de notre quotidien, même s'ils peuvent paraître insignifiants. Il est aussi primordial de prendre en considération le contexte dans lequel on émet notre énergie, car si on ne maîtrise pas le contexte, on risque d'être manipulé par lui. Il faut donc savoir manipuler le contexte pour que nos actions puissent être acceptées et compréhendues. Si on se retrouve dans un contexte sérieux et qu'on souhaite rire, il faudra soit quitter ce contexte, soit le transformer complètement. C'est le même principe de manipulation utilisé en politique ou en publicité. En conclusion, il est essentiel de comprendre la différence entre sérieux et humour, de prendre en compte le contexte dans lequel on émet notre énergie, et d'apprendre à manipuler ce contexte pour atteindre nos objectifs. Il est question dans ce texte de la manipulation et de l'éducation des enfants. L'auteur affirme que trop souvent, les personnes qui enseignent utilisent les enfants et l'éducation pour satisfaire leur orgueil et leur ego. Il critique le fait que les motivations réelles ne sont pas basées sur l'intelligence et la réflexion, mais plutôt sur des concepts personnels et des désirs égocentriques. L'auteur soutient que pour agir de manière intelligente, il est nécessaire de laisser notre mental déterminer la meilleure chose à faire, mais cela ne doit pas être basé uniquement sur nos propres concepts. Il explique qu'être dans un état de non-désir ne signifie pas ne désirer rien du tout, mais plutôt ne pas désirer ce que la masse désire. Il souligne que le désir et le non-désir sont en réalité la même chose. L'auteur aborde également le fait que certaines actions et événements de notre vie sont liés à des désirs physiques et corporels, tels que manger, dormir, etc. Il affirme que le mental acceptera ces désirs car ils sont nécessaires pour satisfaire les besoins du corps. En conclusion, l'auteur souligne que même si nous sommes plus subtils que la masse, cela ne signifie pas que nous sommes moins influencés par nos propres désirs et motivations. Il encourage à prendre conscience de nos propres schémas de pensée et à ne pas rejeter les exemples et les leçons qui ne semblent pas correspondre directement à notre vécu individuel. Les exemples donnés peuvent être vus comme des paraboles qui permettent de réfléchir sur notre propre comportement et motivation. Le texte soulève plusieurs idées intéressantes. Il expose notamment l'idée que les individus qui se croient supérieurs aux autres ont tendance à ne pas être les véritables élus, et que les vrais élus proviennent souvent de la masse et sont souvent rejetés par les élites. L'auteur explique également que les dirigeants d'une société ne sont pas destinés à survivre en cas d'apocalypse, car ils sont perçus comme les ennemis de l'ère du Verseau, la force invisible qui préside à l'ordre du monde. Il souligne que les problèmes rencontrés par ceux qui se considèrent comme supérieurs sont en réalité similaires à ceux de la masse. De plus, l'auteur aborde la notion d'en savoir trop, qui peut mener à une certaine impasse. Enfin, il fait référence à la capacité des individus qui écoutent, à distance, de canaliser des connaissances intellectuelles qui les aideront à être supérieurs à la masse tout en restant inférieurs à l'inférieur. Dans cette histoire, l'auteur explique que certaines personnes, comme lui, sont différentes de la masse car elles sont réceptives à certaines formes d'énergie. Il parle de son désir de transmettre cette énergie à d'autres, et décrit une expérience où il aide un fermier à faire les foins. Le fermier est reconnaissant et propose de les récompenser, mais il refuse et demande plutôt de donner leurs dons à ceux qui en ont besoin. L'auteur souligne qu'il est important de ne pas se sentir supérieur en voulant aider les autres, car la vie peut nous mettre à l'épreuve. Il raconte une situation où lui et un ami se retrouvent coincés dans le bois avec leur Jeep, et un comptable agréé vient à leur rescousse. Finalement, l'auteur explique que le chemin spirituel est différent de la finance et qu'il ne faut pas négliger les aspects plus profonds de la vie. Le narrateur raconte une histoire où lui-même et ses amis se retrouvent bloqués avec leur Jeep dans les bois. Un homme qu'ils considèrent comme inférieur, un comptable, leur propose son camion pour qu'ils puissent se rendre à un examen important à Montréal. Ils acceptent et réussissent à passer l'examen. Le lendemain, ils achètent des chaînes pour le Jeep et réussissent à le sortir des bois. Ils ramènent ensuite le camion au comptable et repartent à Montréal. L'auteur tire de cette histoire une leçon, il considère que les soi-disant inférieurs sont parfois plus généreux et fiables que les supérieurs, et qu'il faut rejeter l'orgueil et l'ego pour pouvoir avancer dans la vie. Il invite ses auditeurs à voir en chaque personne, indépendamment de leur statut social, un potentiel et une valeur. Ce texte semble être une transcription d'un discours ou d'une conférence sur divers sujets.
telles que les médailles gagnées par le Canada et les États-Unis lors des Jeux olympiques, la notion de supériorité, l'importance de l'humilité, la transformation des contextes de vie, la montée vers un niveau supérieur dans la vie, etc. L'orateur souligne l'importance de se voir comme faisant partie de la masse et de ne pas se considérer comme étant supérieur aux autres. Il souligne également l'importance de vivre les expériences de la vie plutôt que de simplement les comprendre intellectuellement. Dans cette discussion, Gilbert pose la question de savoir pourquoi la nuit est noire et s'il y a une relation avec l'expansion de l'univers. L'interlocuteur explique que dans les phénomènes temporels, il y a des choses qui vont plus vite et d'autres plus lentement, créant ainsi un monde pluraliste. La nuit peut être noire ou claire, et cela dépend de différents facteurs. Il explique également que la noirceur de la nuit peut susciter une certaine insécurité de l'ego en raison de l'absence de lumière. Ensuite, Francine demande comment être certain que ce qui s'exprime par la parole est le supramental et non simplement un désir de l'ego. L'interlocuteur dit qu'il n'est pas possible d'être certain et que chercher cette certitude n'est pas important. Il recommande de rester les pieds sur terre et d'arrêter de chercher des réponses célestes à des problèmes humains. Il explique aussi que lorsqu'il parle, il n'est pas en quête de savoir s'il a raison ou non, il s'écoute. Simplement. Dans cette synthèse, l'auteur affirme que ce qu'il dit provient de son plan mental et ne se préoccupe pas de savoir si c'est supramental ou astral. Selon lui, cela ne change rien pour l'auditoire, car la façon dont l'énergie est transmise est ajustée pour être comprise et ne pas être déformée. Parfois, certaines transmissions peuvent être directes, sans ajustement, si elles ne sont pas dangereuses et sont compréhensibles. L'auteur souligne également qu'il est important de poser des questions pour obtenir des réponses et que chaque plan de conscience nécessite des maîtres correspondants pour évoluer. Il encourage à ne pas fermer les portes à ces différentes formes d'énergie et à accepter les enseignements des différents plans. Le texte parle du phénomène du doute et de la distance qui nous sépare de différentes entités spirituelles. L'auteur souligne que le doute est essentiel et que c'est notre mental qui doit l'analyser. Il explique que l'astral n'est pas fiable pour l'analyse et que le mental doit être celui qui contrôle. Ensuite, l'auteur aborde la question de la voix dans notre tête lorsque ça nous dit tu. Il explique que cela peut être une entité astrale ou une énergie qui est en contact avec notre mental. Il encourage à se poser des questions et à observer ce qui se passe pour discernement. Il souligne également que notre propre esprit peut nous manipuler de différentes manières. Il mentionne qu'il y a différentes intelligences, tant matérielles qu'astrales, et qu'il ne faut pas toujours leur faire confiance. Il conclut en disant qu'il est important d'avoir sa propre intelligence pour pouvoir déterminer ce qui est bon pour soi. Il y a de plus en plus de personnes qui développent une conscience de soi et qui découvrent une folie ou une excentricité. Ces personnes, appelées ajusteurs de pensée, cherchent à atteindre une harmonie vibratoire entre leur mental et leur supramental. Cependant, ils ne sont pas tous expérimentés, ce qui peut compromettre leur capacité à ajuster correctement l'énergie et entraîner des déséquilibres mentaux. L'objectif de l'énergie supramentale est de formater l'intellect en détruisant les programmations existantes et en les remplaçant par de nouveaux programmes plus rapides et adaptés. Si l'ajusteur de pensée ne remplit pas sa tâche, cela peut entraîner un manque d'autonomie mentale et une vulnérabilité aux manipulations astrales. Ainsi, il est essentiel de développer sa propre intelligence rationnelle pour pouvoir discerner et gérer ces phénomènes. L'observation du mental permet de développer cette maîtrise mentale et de prévenir les manipulations astrales. Il est également important de faire appel à sa propre intelligence pour analyser les informations reçues, en évitant de se laisser influencer par ses propres idées préconçues. Les personnes capables de se sacrifier pour la cause de l'énergie supramentale sont appelées les martyrs supramentaux et sont considérés comme des agents de transformation de l'astral planétaire. Dans cette partie de la conférence, l'orateur parle des martyrs du supramental qui aident l'humanité en énergisant l'astral. Ils paient le prix de leur sacrifice sans se plaindre. L'orateur affirme que peu lui importe ce sujet et que le discernement n'est pas nécessaire pour lui. Il soutient qu'il faut se fier à son mental pour faire face aux connaissances et expériences qui nous transforment, peu importe leur origine. Il souligne l'importance de distinguer entre le mental et l'astral, et insiste sur le fait que seul le mental est digne de confiance. Les souffrances et les expériences passées sont des traces qui n'ont aucune influence sur l'intelligence réelle. Il affirme que le mental peut devenir un ennemi de l'évolution spirituelle, tout comme l'astral. Il conclut en mentionnant qu'une pause est nécessaire avant de commencer la deuxième partie de la conférence.